Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec un homme que vous connaissez comme journaliste, chef d'antenne, animateur. Et aujourd'hui, on discute avec l'auteur, M. Michel Jean. Bonjour, Michel. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Michel, parce que là, moi, je voulais qu'on commence tout de suite à parler de Coucoum, puis je me suis dit, attends, allons-y du début. Vous avez commencé avec l'écriture en 2007, je crois, au moment où vous étiez animateur pour JE, et vous avez écrit le guide de survie du consommateur québécois. Est-ce que c'est ce qui vous a donné la piqûre de l'écriture? Ben, en fait, moi, si on m'avait posé la question quand j'avais 15 ans, j'étais certain que j'allais écrire à 15 ans, puis j'étais certain que ça allait faire partie de ma vie, parce que j'étais déjà un grand lecteur, puis j'aimais beaucoup lire, Puis les fois qu'on avait des travaux, des trucs, c'était facile pour moi, puis... Mais à un moment donné, je me suis retrouvé, j'avais 40 ans, puis je n'avais pas écrit une ligne. Ben voyons. Puis je me suis dit, écoute, ça fait partie des choses qu'on pense qu'on va faire dans la vie, puis que la vie nous amène ailleurs. Tu sais, puis j'avais comme renoncé à ça. Mais quand je suis arrivé à l'émission JE, l'émission à ce moment-là, on changeait le mandat de l'émission, puis on voulait renforcer un peu l'image de l'émission qui était associée encore à l'époque où, en temps de Gaétan Giroir, puis Jocelyne Cazin, ils couraient après les bandits dans les rues, puis oui. ça. Puis là, on faisait plus ça, on faisait des enquêtes, on faisait de la consommation. Puis comme l'image était très forte auprès des gens, tu sais, je m'étais dit peut-être qu'on pourrait faire un guide de consommation. Puis on va l'appeler JE, le guide de survie du consommateur québécois. Fait que j'avais fait ce livre-là avec les recherchistes de l'émission. Puis c'était pas de la littérature, tu sais, c'était du journalisme de service. Puis j'avais fait ça, puis je me suis dit, bon, ben, au moins j'aurais fait un livre, tu sais. Puis après ça, l'éditeur m'a approché pour faire un projet qui n'a pas marché, mais qui a donné un livre qui s'est appelé Envoyé spécial, qui est du journalisme littéraire, où à travers, dans le fond, des expériences personnelles, je raconte un peu c'est quoi le travail des envoyés spéciaux, des équipes de journalistes qui sont envoyés à l'étranger. Et ça, c'était comme mon premier vrai livre que je considère. Puis après ça, ben, j'avais déjà fait ce livre-là. J'ai écrit un roman où le personnage est un journaliste. Un journaliste. Qui se retrouve en Haïti, où j'avais été, etc. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours l'impression que j'étais prêt, que j'ai jamais fait, puis que j'ai commencé tard. Mais pour laquelle, dans ma tête, j'étais préparé depuis longtemps. Oui, c'est ça. C'était une question de timing, finalement. Là, à ce moment-là, vous avez eu l'opportunité de le faire. Le métier de journaliste, là, ça demande beaucoup de temps, puis je m'y consacre beaucoup. Fait que pendant longtemps, ça me prenait tout mon temps. Puis il a fallu comme une certaine maturité, je pense, pour être capable de faire et le journalisme que j'aime et écrire que j'aime aussi autant. Oui, de conjuguer les deux. Parce que là, vous parlez du journaliste Jean-Nicolas, je crois. Ouais. Dans votre roman, c'est Un monde mort comme la lune en 2009. Et on le retrouve, lui, plusieurs années plus tard. Vous l'avez repris, ce personnage-là, mais cette fois-ci au Sri Lanka. Oui, c'était dans Un monde mort comme la lune, on est au moment du départ de Jean-Bertrand Aristide en Haïti, donc en 2002. Puis, et donc, en 2004, c'est ça. Puis, donc, il y a un événement qui se passe dans la vie de Jean-Nicolas qui est dramatique. Puis quand j'ai écrit, je ne pensais pas qu'il y aurait une suite, honnêtement. Tu sais, c'était que bon, le livre se finissait comme ça. Puis après ça, quelques années plus tard, j'avais écrit quelques livres déjà. J'ai décidé de reprendre le personnage parce que je l'aime. Puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Tsunami, qui se passe, dans le fond, quelques mois après la fin de Un monde mort. Il est fin 2004, début 2005, c'est la période où il y a eu le tsunami en Asie. Oui. Fait qu'il est envoyé en Asie, comme moi, j'avais été en Asie à ce moment-là. J'étais allé au Sri Lanka. J'avais rencontré les tigres tamouls, tout ça. Fait que j'ai fait faire un peu ce que j'avais fait. Puis l'histoire se passe comme ça ensuite. Et donc, on est dans le même personnage, mais c'est son histoire qui s'est poursuivie. Ça me permettait, dans le fond, de... Puis là, j'ai donné une identité autochtone à ce moment-là, parce que ce que je n'avais pas abordé dans le premier. Mais tu sais, entre-temps, j'avais écrit Elinou, j'avais écrit Le vent en parle encore. Puis ça me permettait de donner un autre point de vue sur la situation du Sri Lanka, où il y avait une guerre civile entre Tamouls et la nation dominante là-bas, qui sont les Singalais. Fait que le fait qu'il soit autochtone, il était comme lui-même, issu d'une communauté minoritaire. Fait que quand il arrivait là-bas, ça donnait un autre point de vue. Alors, c'est un peu un personnage fétiche que j'ai pas écrit encore, j'ai pas utilisé récemment, mais que je vais sûrement... J'ai fait avec Jean-Nicolas, je l'ai mis comme personnage secondaire dans le roman La Belle Mélancolie. À un moment donné, il y avait un journaliste qui enquêtait, puis c'était Jean-Nicolas, c'était pas lui le personnage principal. Puis j'ai écrit 2 nouvelles où il était le personnage.
Une dans un recueil qui s'appelle « Pourquoi cours-tu comme ça? » Puis l'autre, après ça, dans un recueil qui était chez Druide sur la nourriture. Ah non, c'est pas ça, c'était chez Druide, mais c'est pas sur la nourriture, c'est un autre sujet, en tout cas. Puis c'était le personnage principal dans cette nouvelle-là. Fait que, ouais, non, mais j'aime ça reprendre un peu les mêmes personnages. Ouais. Et comme c'est un reporter journaliste, est-ce que vous vous identifiez à lui, à certains égards? Ben, je trouve qu'il est mieux que moi, comme personne, mais on voit le métier de la même manière. Ah, d'accord. Je m'obstine tellement dans mon travail avec des gens, je ne l'ai pas m'obstiner avec mon personnage. Fait on s'entend bien là-dessus. Puis mon petit frère s'appelle Nicolas. Fait que j'ai comme donné le nom de Jean-Nicolas, qui est comme un peu le nom de... C'est comme un clin d'œil, si on veut. Oui. Et c'est sûr qu'on voit le métier de la même manière, mais bon, c'est un personnage fictif. Fictif, tout à fait. Et là, après Un monde mort comme la lune, vous avez écrit Une vie à aimer en 2010. Et là, il est question de réflexion sur la vie, sur l'humain, sur l'amour également. Qu'est-ce que vous avez eu envie de partager à travers la vie de Marc-Antoine? Quand j'ai écrit ça, ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de livres au Québec où les femmes parlent beaucoup de l'amour, de la relation amoureuse, puis les hommes, pas beaucoup. Très peu. Tu sais? Puis pourtant, c'est aussi important pour les hommes que pour les femmes. Fait que j'ai voulu écrire un roman où ce que j'explique, dans le fond, ce qu'on voit, c'est le point de vue amoureux du point de vue d'un homme. Alors, le personnage de Jean-Nicolas, de Marc-Antoine, il est paralysé. Les gens pensent qu'il est légume. Oui. On appelle ça le syndrome locked-in. Mm-hmm. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il est tout là, mais il est comme prisonnier de son cerveau. Il n'est pas capable de parler, bouger, rien. Même pas cligner des yeux. Et donc, pour passer le temps, ce qu'il fait, c'est qu'il repasse les bons moments de sa vie. Donc, il repasse les moments où il est amoureux. Mm. Alors, on revit son amour de jeunesse, l'amour avec la femme de sa vie, l'amour après avec une femme plus jeune, puis à la fin, il y a autre chose que je dis pas, je laisse les gens lire. Fait que c'était comme un livre qui me permettait un peu de raconter un peu comment les hommes voient une relation amoureuse. Une relation amoureuse. Ouais. C'est très dans l'air du temps en ce moment, vous me dites ça, puis ça me ramène à plein de choses qu'on entend ces temps-ci, je trouve ça bien. Le roman « Elle et nous » est sorti en 2012. Ça raconte l'histoire de Jeannette Siméon. Là, on rentre vraiment dans ce qui m'a beaucoup plu de vos écrits. J'ai tout aimé, mais là, j'avoue, coup de cœur. Et donc, c'était votre grand-mère, Jeannette. Ouais. Elle a eu un parcours particulier, évidemment, sans trop en révéler sur le roman. Quelle incidence a eu sur sa descendance les choix de Jeannette dans sa vie? Bien, ma grand-mère est née à Machouillache. Puis quand elle a rencontré mon grand-père, qui lui était moitié Inou, moitié blanc, mais comme issu d'un père non naturel, il y avait un statut de blanc. Ce qui fait que quand ma grand-mère s'est mariée avec lui, en vertu de la loi sur les Indiens, elle a perdu son statut autochtone. OK. Ce qui veut dire que ma grand-mère, elle est obligée de quitter la réserve. Fait de quitter sa famille. Oui, elle est partie. Puis, donc, ma famille a grandi à Alma, ma mère. Tout ça. Par la suite, évidemment, c'était contesté en cours, puis les femmes ont... Parce qu'un homme, par exemple, perdait pas son statut autochtone. Il pouvait demeurer avec les siens, avec sa nouvelle épouse. Mais une femme, non. Et puis les enfants d'un homme, comme ma mère, ils sont 9 filles, un garçon, bien, les enfants de mon oncle Gaston, ils ont toujours eu le statut autochtone, tandis que nous, on l'a récupéré juste quand la loi a été jugée anticonstitutionnelle, parce que c'était discriminatoire, c'est ça. Ce qui fait qu'on a grandi à Alma, qu'on est les seuls dans la famille qui n'avons pas grandi dans la communauté. Fait que ça a quand même eu des impacts. Mais tu sais, ma grand-mère, elle aimait mon grand-père, puis elle l'aimait vraiment. Fait que c'est comme... Elle était jeune quand elle l'a marié, elle avait 18 ans, puis elle s'est pas posé de questions, puis elle l'a marié, là, tu sais. Et elle a suivi. Alors, c'est ça, ça a été... ce qui fait que dans Coucoume, c'est le contraire, puis ma grand-mère et sa fille ont vécu le chemin... Inverse. Le chemin inverse, oui. Oui, tout à fait. Puis votre grand-mère, elle est quand même née, Jeannette, donc en territoire, au Péribonka. Et donc, quel genre d'enseignement est-ce qu'elle a été capable de vous transmettre, ayant connu une jeunesse, dans la communauté? Oui, mais ça, c'est le propos du livre, en fait, là, mais pas grand-chose, en réalité. Ah, c'est vrai? Puis c'est pas parce qu'elle... je comprends très bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on imagine à l'époque où elle s'est mariée, puis elle a élevé sa famille à Alma. Être autochtone, c'était pas quelque chose dont les gens se vantaient. C'était pas très bien vu. Dans les années... Ça faisait 30, 40, oui, c'est 20 ça. même. Fait que tu te faisais traiter de sauvage. Tu te faisais... traité d'arriéré, finalement. Ma mère, elle se faisait traiter de sauvageonne. Puis quand c'était le défilé de la Saint-Jean-Baptiste, bien, il prenait ma mère et ses sœurs, ils mettaient sur le chose
c'était les Indiens qui tuaient les... Il les faisait participer finalement, mais jamais dans le beau rôle. Fait que c'est quelque chose qui était... C'est pas qu'elle avait honte, elle avait pas honte. Puis elle a toujours aimé la vie qu'elle avait eue avant. Mais c'est comme si ce qu'elle a voulu faire, elle, c'est comme essayer de se mouler le plus possible dans le moule. Mais on cherche la quiétude, en quelque part. Puis elle a essayé de... Écoute, je l'ai jamais vue dépeignée. Ah, c'est vrai? Puis elle était toujours habillée, impeccable. Puis elle s'habillait quand c'était le temps de sortir. Simon Chang, c'était son couturier favori. Puis ça. C'était comme si elle voulait être plus blanche que les blanches. Oui. Pour pas que personne la chale, si on veut, tu sais. Oui. Ce qui fait qu'elle nous en parlait pas beaucoup. Puis moi, on a tous vécu ça différemment. Mes deux frères, eux, avaient peu de curiosité pour toute l'identité autochtone. Moi, beaucoup. Je posais plein de questions à ma grand-mère. Tu sais, je demandais de m'apprendre des mots. Elle voulait jamais. Apprends-moi. Puis, mais l'affaire aussi, c'est que moi, je savais pas. Mais c'est pas tellement de poser des questions que les choses s'apprennent dans les communautés. Tu sais, ils disent, observe puis écoute. Oui. Puis moi, ben, j'étais élevé avec des Blancs, fait que je posais beaucoup de questions. Tout à fait. Fait que c'est moi qui s'adressais de la mauvaise manière à ma grand-mère pour qu'elle me montre vraiment. Je l'ai compris après. Tu sais, fait que j'ai voulu raconter ça dans Elinou, qui reparaît maintenant sur le titre de Atuk Elinou. Puis c'est un roman où, là, c'était différent dans la formule parce que, tu sais, mettons, il y a des chapitres lui, il y a le chapitre elle. Le chapitre elle, c'est ma grand-mère que j'imagine à son 100e anniversaire, parce qu'elle est morte à presque 102 ans. Puis je l'imaginais là en train de revivre sa vie, puis il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas sur sa vie. Puis après ça, le chapitre lui, c'est moi qui ai des réflexions sur l'identité, sur mon lien avec ma grand-mère, sur des événements de racisme dont j'ai été le témoin. Puis les deux histoires, dans le fond, tressent la même histoire au bout du compte. Donc c'est un roman qui est comme en deux temps, en deux époques. En deux époques. Oui. Ah, c'était bien. Quand on suit la chronologie de vos écrits, le roman suivant, ça a été « Le vent en parle encore ». Et là, il est question des pensionnats autochtones. Vous racontez l'histoire de deux adolescents qui sont dépossédés de leur identité. C'est très bouleversant, c'est assez choquant même pour des gens de lire ça, de découvrir cette réalité-là. Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant vos recherches puis en écrivant ce roman-là sur les établissements? Ouais. Ça, c'est intéressant parce que moi, je connaissais les pensionnats autochtones. Tu sais, faut se dire que j'ai commencé à écrire ce livre-là en 2012. Ah. Même 2011, tu sais, il paraît en 2013. Fait qu'on est en 2012, après Elinou. Puis, c'est la cousine de ma mère qui commençait à me raconter l'histoire des pensionnats qu'elle était allée. Puis là, elle me disait qu'elle était allée dans un pensionnat, ils l'amenaient à la baie James, sur une île, ils embarquaient dans un avion, puis il avait peur dans l'avion, puis quand ils débarquaient de l'avion, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, puis c'était 8e pour l'année, tu t'appelais plus ton nom, tu t'appelais 8. 8. Ça. Et là, j'étais ah ouais, mais je ne savais pas qu'il y avait des pensionnats autochtones au Québec. Tu sais, c'est avant la commission, c'est avant qu'on en parle. Fait que j'ai voulu écrire un livre à ce moment-là pour raconter ça. Puis, je connaissais rien, en fait, sur les pensionnats, à part, j'en connaissais un peu. J'avais visité le pensionnat de Fort-Capelle, en Saskatchewan, parce que j'ai travaillé 2 ans à Regina. Puis c'est le dernier pensionnat qui a fermé ses portes en 1996. Oh, c'est récent? Oui, oui, le dernier a fermé ses portes en 1996. Fait que, tu sais, j'avais vu ça, j'en avais vu en Ontario aussi, mais je ne savais pas qu'il y en avait eu chez nous, puis que les gens de chez nous étaient allés. Alors, c'était... la recherche, c'était tout. Tu sais, c'était les lieux, c'était qu'est-ce qui s'est passé. Puis dans ce roman-là, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il y a des scènes d'agression et tout ça. Puis plutôt que de les inventer, j'ai pris des témoignages qui ont été faits de gens qui, après ça, il y a plein de monde qui ont commencé à témoigner, qui témoignaient de ce qui leur était arrivé. Puis j'ai pris ces scènes-là et je les ai intégrées dans le roman. Puis pour moi, c'était comme une manière de rendre hommage à ce que ces gens avaient vécu. Puis aussi pour dire, si tu trouves que j'exagère, que c'est trop, non, c'est arrivé pour de vrai à telle place. Ce que cette personne-là vit, c'est arrivé à telle autre personne à telle place. Donc, toutes les agressions sont pas arrivées dans le même collège. Tu sais, c'est pas une bio que je fais, mais sont arrivées pour de vrai à quelqu'un. Ce sont des histoires véridiques. Wow. Et après la fiction La Belle Mélancolie, je vais enchaîner parce que vous avez co-dirigé le recueil Pourquoi cours-tu comme ça? Et là, on change de registre. Oui. C'est très intéressant comme idée parce que là, on prend la course au figuré. Et en y réfléchissant bien, c'est vrai que tout le monde soit court après quelque chose ou pour se sauver de quelque chose. Qu'est-ce qui vous a mené à cette idée-là? Ça, c'est quand même assez drôle parce que j'avais un ami qui je fais lire mes livres encore. Puis elle écrivait des nouvelles, puis ça, puis elle n'était pas publiée. Puis pourtant, elle écrivait bien, mais bon, tu sais. Puis j'écoute, j'ai dit, si tu veux, elle, c'est une fan de course. Moi, je suis un gars de vélo plus. Je dis, on va faire un recueil de nouvelles avec des nouvelles sur la course à pied.
tu vas écrire dedans, puis je embarque, ça va marcher. Ma maison d'édition, ça va les intéresser. Ben oui. C'est comme ça qu'on a commencé le livre. Puis ça a été le fun à faire parce que la commande aux auteurs, c'était « Fais-moi une nouvelle qui a rapport à la course à pied quelque part. » Ça peut être n'importe quoi, fais-moi un truc comme ça. Sans plus. Exactement. Sauf une personne, Nathalie Roy, qui j'avais dit, elle a écrit de la chiclite, j'avais dit « Fais-moi le contraire, fais-moi la fille ou le gars, si tu veux, qui s'intéresse pas du tout à la course à pied alors que tout le monde en parle. » Fait que ça a donné des récits qui étaient très différents, puis qui étaient souvent personnels, puis qui étaient souvent très beaux aussi. Oui. Puis ça donne un beau recueil, en réalité. Oui, réellement. Vous avez raison, puis vous avez récidivé, parce que vous avez réuni 10 autrices et auteurs des Premières Nations dans le collectif Amoun, je le dis bien? Oui. Et donc, qui ont ensuite fait l'objet d'une réédition en France, d'ailleurs. Et même en Allemagne. En Allemagne également? En Allemagne, oui. Ah bien, c'est impressionnant. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, là, comment ils ont réagi, ces gens-là, quand vous leur avez proposé de participer au projet? Mais ça, Amoun, c'est quelque chose dont je suis très fier, parce que il y a de plus en plus d'auteurs autochtones, mais on n'est pas nombreux encore. Non. Puis c'était la première fois qu'il y avait un recueil de nouvelles d'auteurs autochtones au Québec. Uniquement. Oui, c'était la première fois que ça se faisait. Oui. Puis moi, j'avais dit aux gens, j'ai dit, t'écris sur ce que tu veux. Puis j'avais essayé de réunir le plus de nations différentes. Puis il y avait là-dedans des auteurs connus, comme Joséphine Bacon, Louis-Carl Sioui. Il y avait des auteurs inconnus, dont c'était même le premier texte. Maya Cousineau, c'était son premier texte publié. Il y avait une jeune autrice qui avait 17 ans. Fait que, tu sais, puis je dis tout le temps, dans le fond, c'est comme un traîneau à chiens. Tu as des chiens qui sont gros, plus forts, t'es mis en avant, puis les autres moins forts, t'es mis en arrière. Puis au bout du compte, tout le monde court. Le traîneau va toujours à la même vitesse. Fait que, on a fait ça comme ça. Puis ça a super bien marché. Ce livre-là vient d'être réimprimé encore. Est encore lu. Puis après ça, on m'a souvent demandé de faire « Michel, t'en ferais-tu un autre? » etc. Puis je voulais pas refaire la même chose. Puis finalement, j'ai eu l'idée qui m'a été donnée en parlant avec mon ami Louis-Carl Sioui, qui est un auteur Wanda de la région de Québec. Fait que va paraître en mai un recueil qui va s'appeler Wapke, OK. c'est-à-dire Avenir en langue atikamekw. Puis là, ça va être des dystopies, donc on est dans le futur, puis ça va être des genres dans des mondes post-apocalyptiques ou dans le futur. Puis dans le fond, c'est une manière de voir comment les Autochtones voient l'avenir, voient le futur, puis disons, de se projeter dans le futur. C'est pas l'histoire de fusée, là, c'est juste comment on voit l'avenir. Comment on voit l'avenir. Puis ça, on va être 14. Puis il y a beaucoup des auteurs de Amoun qui sont dedans, dont Joséphine, dont Natacha Canapé-Fontaine, dont Louis-Carl Sioui. Mais il y a des nouveaux aussi, Elissa Isaac, que les gens connaissent. Il y a Marianne Riguil, qui est une poétesse Innu, qui est super bonne. Isabelle Picard aussi. Il y a Katia Bacon, pour qui c'est un premier texte. Donc, il y a des nouveaux auteurs, encore une fois, puis des auteurs plus connus. Puis ça va être super bon, ça. Mais je trouve aussi, parce qu'au niveau de la représentation, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'auteurs issus des communautés, des Premières Nations, etc. Vous avez parlé de Natacha Canapé, qui a joué dans Unité 9. Je vais me permettre de faire un peu de pouce là-dessus, parce que je me souviens que vous aviez déjà mentionné que ça faisait du bien de voir des gens dans l'espace culturel, autant au niveau de l'écriture, du jeu, des comédiens, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'un recueil comme ça, puis d'en faire d'autres, ça a un impact réel sur comment les jeunes de ces communautés-là se voient? Bien, moi, je suis un gros partisan d'augmenter la présence des communautés dans l'espace public. Parce que une des raisons pour lesquelles moi, j'ai commencé à en parler, que j'étais autochtone, c'est que je me rendais compte qu'on voyait des Autochtones nulle part, ou juste quand il y avait des problèmes. Oui. Puis, alors, j'ai commencé à en parler pour dire que, bon, ben, tu sais, tu peux être journaliste à la TV puis être autochtone. Tu peux être écrivain puis être autochtone. Et quand j'avais vu Natacha Canapé-Fontaine dans Unité 9, j'avais pleuré dans ma cave, je me souviens, parce que je me disais, wow, qu'est-ce que ça représente, la petite fille qui est à Manouane ou qui est à Nutashquan, dans sa communauté, puis qui voit un personnage féminin autochtone joué par une jeune femme autochtone dans une émission populaire. C'est la première fois que ça arrive. Fait que, tu sais, ça leur dit que ça se peut. Il y a beaucoup de chemin à faire, là. Je veux dire, il n'y a pas de représentation autochtone nulle part, pratiquement. Dans les médias, moi, je suis le seul journaliste en TV. Tu sais, je pense qu'à Radio-Canada, ils ont engagé 2 ou 3 personnes qui travaillent à Espace autochtone, mais des jeunes. Je veux dire, il n'y a aucun journaliste à la TV de Radio-Canada qui est autochtone. Nouveau commence, là. Je pense pas qu'il y en a non plus.
Dans l'écrit, il y a Marie-Michel Sioui au devoir. À ma connaissance, c'est la seule. C'est la seule. C'est pas beaucoup, là. C'est comme juste 2. Fait que c'est la même chose ailleurs aussi, tu sais. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important que quand on a la chance, tu sais, les gens le voient. Tout à fait. Puis c'est avec ce genre de projet-là. Donc, il va y avoir un 2e recueil qui va sortir bientôt. Oui, qui va sortir. Puis j'ai très hâte que les gens lisent ça. Oui, les tout à fait. Les textes sont bons. Tu sais. Oui. Ce qui m'a frappé à la lecture, d'ailleurs, de vos romans, surtout Elle et nous et Coucoum, entre autres, bon, c'est à quel point vous semblez imprégné de cette culture-là. Tantôt, on a parlé de votre grand-mère qui, bon, peut-être que c'est vous qui n'avez pas la bonne façon de lui demander. À tout le moins, est-ce que vous avez eu une personne forte pour vous guider parce que vous avez tellement l'air de bien comprendre l'essence de la culture, bon, des Inuits. Qui vous a aidé là-dedans? J'applique la règle que j'ai appris maintenant, c'est regarde et écoute. Ah oui. C'est comme ça qu'on apprend. Mais je dois beaucoup quand même à 2 personnes. Jeannette, qui s'appelle comme ma grand-mère. Qui est votre? Jeannette, qui est la cousine de ma mère. Oui. Puis France Robertson, qui est sa fille, qui est décédée maintenant. Puis que les 2 m'ont beaucoup aidé à reconnecter aussi, puis à me rebrancher, puis sur la famille, puis sur... Jeannette, c'est elle qui a comme été l'élément déclencheur, parce que je le raconte dans Atouk, Elle et nous, mais quand ma grand-mère est morte, il y avait comme au salon, si les gens sont déjà allés dans des funérailles, là, mais quand la famille est là, on fait une dernière prière, puis après on ferme le cercueil, puis on va à l'église. Puis là, avant qu'il ferme le cercueil, il y a quelqu'un qui a dit « Est-ce qu'on pourrait faire une dernière prière dans la langue de Jeannette? Mm-hmm. Les gens ont dit oui. Puis c'est justement Jeannette, la cousine, qui avait dit ça. Puis là, les cousines de ma mère ont commencé à prier, puis ils chantent, en fait, en Inuit. Fait que c'est comme une scène de film, ça. On est tous devenus très émus. Puis là, il y avait son frère, qui était encore vivant à l'époque, qui était là. Puis c'était comme si les 2 côtés de la famille étaient réunis une dernière fois autour de ma grand-mère. Puis, tu sais, moi, j'avais plein de regrets de ne pas avoir été grandi assez près de tout cet univers-là. Puis après ça, quand on est allé au restaurant, puis ça, Jeannette, toujours, elle vient me voir. Puis elle me dit, Michel, elle dit, faut que je te parle. Ben oui. Moi, c'est la première fois que je la voyais. Ah. Elle me connaissait de la TV, mais tu sais, je ne l'avais jamais rencontrée. Tu sais, on ne connaît pas tous les cousines de nos parents. C'est famille. C'est ça, tu sais. Fait que, j'ai dit oui. Elle dit ça, Michel, elle dit, faut que je te dise une chose. Oui. Elle dit ça, Michel, elle dit, l'Indien, tu l'as en toi. Moi, j'ai dit, ben, c'est beau ce que tu me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, elle dit, moi, je t'ai souvent vu dans des situations où les gens s'énervent autour de toi, tout le monde crie puis sont énervés, puis c'est vrai que dans mon métier de journaliste, ça m'est arrivé souvent. Puis elle dit, quand ça arrive, elle dit, toi, tu restes toujours calme. Elle dit, ça, c'est indien. C'est vrai. Puis là, je me suis dit, c'est vrai que je suis comme ça, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère. Puis là, elle me disait que c'était un trait culturel. Culturel. Fait que là, commence la réflexion. C'est quoi la part autochtone qui a survécu en moi, puis qui est encore là, que je sais pas ou que je sais? Fait que c'est là que j'ai commencé à me rapprocher de la communauté, rapprocher de la famille, puis que comme ma démarche a commencé. C'est pour ça que Atouk, Elle et nous a été le premier livre que j'ai fait sous Elle et nous en 2012. Puis je raconte ça dans le livre, notamment l'histoire des funérailles, etc. Parce que pour moi, ça a commencé comme ça. Puis c'était une manière je raconte aussi la réflexion que moi j'ai eue, comment j'ai pensé à ça, puis comment ça s'est fait ensuite. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est fascinant. Ça vient me chercher quand vous parlez de la prière chantée. Il me semble que je me l'imagine. Ah, c'était comme s'il y avait une lumière au-dessus de chaque personne dans la pièce. Oui. C'était comme vraiment émouvant. Là. Ah, je l'imagine. Puis dans Coucoum aussi, il y a plusieurs scènes qui sont, sans être aussi peut-être poignantes, mais quand même, si on parle un peu de ce livre-là, j'ai dit tout à l'heure que c'était un roman magnifique. Bon, je ne suis pas la seule à le penser. Merci. Vous avez gagné un prix, le prix littéraire France-Québec. C'était en novembre dernier, récemment. Oui. Et puis, félicitations, déjà. Merci. Il a gagné aussi un autre prix en France. Il a gagné le prix Vlire, qui s'appelle Varions les éditions à l'aide, qui est un prix qui est remis par des critiques littéraires sur Instagram. C'est très fort en France. Wow. Ils sont des centaines de milliers. Puis on fait un prix qui donne à des romans de maisons d'édition indépendantes. Mm-hmm. Puis il y avait 10 finalistes, puis Coucoum avait gagné. Puis il était finaliste d'un autre prix qui s'appelle le prix Jacques Lacarrière, qui est un prix assez prestigieux en France. Puis dans les 2 cas, là-bas, c'était des prix où j'étais le seul auteur qui n'était pas français. Mais là, je me permets un petit aparté par rapport à ça. C'est en France.
Ouais. C'est un livre qui parle quand même d'ici. Ouais. C'est assez curieux. Est-ce que, ici au Québec, est-ce qu'il y a eu des... Zéro. Non? Aucun. Même pas de nomination. Même pas retenu finaliste au prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est assez particulier. Bien, je veux revenir sur la France. Je l'avais un petit peu plus loin parce que vraiment, moi, ça m'a frappé, ce fait-là, si on peut le dire comme ça. Mais d'abord, dans Coucoum, qui veut dire grand-mère, j'ai appris ça, c'est magnifique comme petit mot. Vous racontez cette fois l'histoire d'Almanda Siméon. Encore une fois, sans trop en révéler, qui est Almanda? C'est mon arrière-grand-mère. Je l'ai connue. La mère de Jeannette. De Jeannette. Je l'ai connue, moi, Almanda, parce qu'elle est morte à 97 ans. Oui. J'ai bien connu quand j'étais jeune. D'ailleurs, dans le livre, il y a une belle photo d'elle devant sa maison. Il y en a une autre, d'ailleurs, je pense que vous êtes dessus. Oui. C'est quand vous étiez... Un peu en arrière, on ne voit pas vraiment. Mais non, c'est ça. Je me demandais c'était lequel. Vous êtes derrière. Je suis en arrière. Oui. Mais, non, c'est avec... ça, on était à Mashtouillache. Je me souviens de cette journée-là, la fois qu'on a pris la photo. Très bien, il y avait c'était pas Armand, c'était Armand, qui était là, l'oncle de ma mère, le même que j'avais vu au funérailles après, qui est en train de faire un canot en Écosse, qui me l'avait montré, puis tout ça. Ah oui, oui. Je me souviens très bien de cette journée-là. Ouais. Ah, c'est magnifique. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée de voir de réelles photos, déjà, vers une petite femme toute menue. J'ai hésité à mettre des photos parce que j'aime pas mettre des photos dans un livre en temps normal parce que j'aime ça que les gens imaginent les personnages. Mm-hmm. Puis quand tu mets une photo, tu sais, des fois, si tu le veux autrement, ça te l'amène comme ça, puis tu dis, c'est ça, moi, je l'imaginais autrement. Mais je l'ai fait parce que j'ai même mis dans le livre des photos comme prises sur un canot où on voit le lac. Les photos sont pas super bonnes de qualité, mais c'est les photos que les gens ont prises. Puis je trouvais que ça avait comme un côté album de famille. Bien, il y a une photo sur le lac, justement, je crois que c'est Clément, si je me trompe pas, sur un canot, ça, j'ai trouvé en cette train photo. de descendre. Oui. Je pense qu'il est en train de remonter sa photo. Puis cette photo-là, je suis tombé dessus parce que c'était aux Archives nationales, si je me souviens bien. Puis à un moment donné, je regarde la photo, puis je vois Clément Siméon. Ben là, c'est la famille. Dans ce scène-là, il y a juste un Clément Siméon, c'est sûr. C'était le frère de ma grand-mère. Fait que je voyais la photo, je l'avais envoyée à ma mère. As-tu déjà vu cette photo-là? La personne n'avait vu dans la famille. Elle était dans une banque d'archives à Montréal. Fait que c'était bon. Fait que c'est ça, je l'ai donné au livre un côté un peu album de famille ou, tu sais, qui a donné un petit côté vintage aussi. Là. Ben oui, puis de toute Les photos façon... sont pas glacées. J'ai pas mis comme dans le milieu du livre une série de belles photos glacées. Ils sont comme dans un livre que tu aurais mis des photos toi-même dedans. Oui. Puis, honnêtement, l'histoire d'Almanda, je veux dire, on la suit depuis la jeunesse. Ouais. Alors, on peut pas, même si on la voit une fois, tu sais... Oui, mais là, il n'y a pas de photo d'elle jeune. Non, donc on peut quand même garder le loisir de se l'imaginer comme on veut. J'ai pas mis la photo de Thomas dans le livre. J'aurais peut-être dû, parce que la seule photo de Thomas qu'on a, c'est quand il est mort. Puis je pense que la photo a été prise, je sais pas où. Puis c'est peut-être à son mariage, ça doit pas, non, c'est trop vieux. Mais il y a une photo en noir et blanc qui s'est servie pour ses funérailles. Puis... Sur le coup, je trouvais que la photo était comme... Ça paraissait que c'était les funérailles. Je voulais pas mettre une photo comme ça. Mais finalement, j'aurais pu la retravailler et la mettre dedans pareil parce qu'on le voit plus jeune. Oui. Lui, à ce moment-là, oui. Mais bon. Bon, on se l'imagine très bien, Thomas. Moi, je le vois dans ma tête. Il est beau, en tout cas. C'est un bel homme. Mais c'est ça, ce couple-là, Thomas-Almanda, c'est finalement la dernière génération qui a connu l'avant-progrès. Là, je dis progrès entre guillemets. C'est la dernière génération parce que pendant leur vie, là, les choses ont beaucoup changé. Mais la génération de ma grand-mère l'ont connu aussi. Ah! Jusqu'à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est née dans le bois. Puis elle, quand elle est partie à Alma, la famille vivait encore le mode de vie traditionnel. Oui. Ça s'est fait pendant la vie d'Almanda, puis pendant la vie de ses enfants aussi. Pendant la période de ces deux. Ça a été cette période. Oui. Même, tu sais, comme ma grand-mère devait avoir une trentaine d'années quand c'est arrivé, ces choses-là. Ah, quand même! Non, c'est plus récent qu'on pense. Oui? Oui. Mais oui, puis pourtant, ça a l'air si loin. Oui, mais c'est un peu pour ça que je l'écris, parce que je voulais dire aux gens, ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, les gens disent souvent, les Indiens, ils demandent des affaires, mais tu sais, ça date de 1800, de 1700. Dans le temps de... Non. Non, c'est récent. Non, puis ça m'a vraiment, vraiment bouleversé, ce livre-là. Pas dans la mauvaise façon. Juste de dire, c'est pas si loin dans le temps. Et c'est pas si loin en termes de distance, là. C'est à côté de chez nous que ça s'est passé. Donc, on est proche et on devrait, pas nécessairement on devrait, j'aime pas tomber dans le jugement, mais on doit se conscientiser à ça. Nous, en tant que blancs ou de gens qui vivons ici en communauté comme eux, mais j'ai voyagé avec Almanda dans le livre et je voulais absolument vous dire que les descriptions que vous faites quand elle est en forêt, j'avais l'impression de goûter le sapin. J'avais l'impression de sentir, d'entendre le vent dans les... C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Elles sont courtes, par contre. Mais c'est parfait.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que j'essaie de faire, quand j'écris, ce que j'essaie de créer, plus que des descriptions comme telles, c'est des ambiances. Des ambiances. C'est-à-dire que il y a quelques phrases qui décrivent le lac, la forêt, la cime, la montagne, mais j'insiste sur les odeurs, sur le vent, sur les animaux autour. Puis j'essaie de créer des images dans l'esprit du lecteur. Tu sais, je ne veux pas partir dans une longue description de la montagne, surmontée d'un pic, ensuite on voit les arbres et au sommet des garnis. Tu sais, il y a les cimes de montagne, il y a le vent qui souffle, il y a l'eau, on entend le bruit. Tu sais, puis il y a les odeurs de sapin quand tu es dans la forêt ou quand tu es dans la tente, parce qu'il y avait des planchers en sapin à l'époque, tout ça. Fait que j'essaie d'écrire avec des courtes descriptions qui créent des images dans l'esprit du lecteur, tu sais. Mais ça fonctionne. Et puis, si je peux me permettre, c'est personnel. Chacun a un style littéraire qu'il préfère. Les très longues descriptions, quoique souvent très bien écrites, bien peaufinées, c'est beau. On décroche. Moi, je trouve que des fois, ça casse mon rythme. Alors que là, j'étais dans l'action avec elle, même dans des scènes qui étaient relativement... on est au bord du feu, on relaxe, mais je suis dans l'action puis je ne perds pas le fil. Et moi, c'est ce que j'ai aimé parce que c'est la force des images, mais on ne perd pas le rythme. Ouais. Après, encore une fois, ça, c'est J'essaie personnel. de créer l'image dans l'esprit. Oui. Moi, j'ai un auteur, mais tu sais, j'essaie de créer l'image dans l'esprit du lecteur, puis après ça, le lecteur le voit lui-même. Tu n'es pas obligé d'y donner tout cru. Tu sais. Non, c'est vrai, tout à fait. Et puis, il y a beaucoup d'éléments dans le livre. Moi, il faut que je vous amène là-dessus parce que, bon, les images, vous venez d'en parler, les images sont fortes dans le récit. Par exemple, quand Almanda, Thomas et le clan Siméon, ils vont redescendre. Là, je me trompe toujours, descendre, monter, mais quand ils reviennent après l'hiver, ils descendent sur la rivière. Et il y a une phrase qui m'a marquée. Almanda dit « Le bruit des vagues sur la coque imitait le son d'une main frappant un tambour et rythmait notre danse sur l'eau. » Je veux dire, wow! C'est tellement... Mais j'ai trouvé que ça revenait souvent... On va prêter à la nature... On va comparer la nature à la musique. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que les gens de ces communautés-là, c'est comme ça qu'ils racontent la nature? Pas nécessairement, parce que, je veux dire, il y avait de la musique, puis il y avait des chants et tout ça. Mais c'est juste que, moi, quand j'écris, j'essaie de faire en sorte qu'on la voit, l'image. T'entends l'eau qui cogne, puis t'entends Puis quand on est dans la nature, il y a du bruit autour. Il y a une musique autour de ça. Fait que j'essaie de reproduire ça. Parce que le canot descend, ça cogne, puis les gens s'en vont. Puis tu imagines les gens qui sont contents. T'sais. Fait que, encore une fois, c'est que j'essaie de créer ces images-là dans l'esprit du lecteur. Puis ça marche, tant mieux. Ah, génial. Mais il y a d'autres images aussi qui sont pas seulement au niveau auditif, tout ça, on parlait de la musique, le cercle. J'ai trouvé que l'image du cercle revenait souvent dans Koukoum. On parle de la vie quand on revient après l'hiver auprès du lac. On va dire, l'hiver est terminé, le cercle se boucle. Quand Malek va parler du fait de vieillir, va dire, nous, on s'occupe de nos aînés, ensuite, nos enfants le font pour nous, c'est encore le cercle qui va dicter l'ordre des choses. Ça, l'image du cercle, est-ce que ça revient beaucoup? Oui, ça, c'est fondamental parce que, comment je dirais? Je l'explique dans Koukoum assez bien, je pense, là, mais pour les sociétés occidentales comme au Québec, on voit la vie comme une flèche en avant. Oui. On avance, il y a le progrès, puis on est parti de l'époque reculée où on vivait dans le bois à l'époque où on vit dans les grandes villes. Puis le progrès nous amène en avant. On suit le progrès. Pour les Autochtones, c'est pas une flèche, c'est un cercle. Alors, ça, c'est comme ça qu'ils voient l'univers, qu'ils voient la vie. Oui. C'est-à-dire que pour les hommes, on est petit, on est grand, nos parents s'occupent de nous, on grandit, puis vieux, on va s'occuper de nos parents. On a un cercle. Ça revient. On est petit, on grandit, on meurt. Il y a un cercle. Oui. On va dans le bois. Bien, tu sais, à l'automne, on va dans le bois, on remonte, l'hiver, on revient. On est encore dans le cercle. Oui. La nature elle-même, contrairement aux Occidentaux, où on est élevé en se disant que dans la pyramide de la vie, il y a l'homme au-dessus, et la nature est là, et l'homme a dompté la nature. À notre service. Chez les Autochtones, l'homme n'est pas plus important dans la nature que les autres animaux. Et les chasseurs, quand ils tuent une bête, ils remercient l'âme de l'animal qui lui permet à lui de vivre. Parce que s'il n'y a pas d'animaux qui est tué, il va mourir. Donc là aussi, c'est un cercle de partage dans la nature. Donc, ce que je voulais expliquer aux gens, c'était que il y a plus qu'une manière de voir l'univers et la vie, et que la manière des Autochtones, tant qu'à moi, elle a autant de valeur
que la manière qu'on voit aujourd'hui, ne serait-ce que parce que maintenant, on commence à se rendre compte que, peut-être que l'exploitation des ressources, peut-être que raser les forêts, peut-être que le réchauffement climatique, il faudrait qu'on commence à revoir les choses. On se pose ces questions-là aujourd'hui. Dans Cocum, ces questions-là sont posées au travers du développement de Roberval, qui connaît un boom, qui a le château Beamer, qui était comme le château Frontenac, qui était construit sur le bord du lac Saint-Jean, les bateaux à vapeur, comme sur le Mississippi, qui se promenaient sur le lac Saint-Jean, c'était Boomtown. Oui. Puis à un moment donné, quand ils ont vidé les poissons, puis qu'il n'y avait plus rien, c'est le cercle. Ils sont revenus eux-mêmes au début. Donc, je voulais me mettre en parallèle, je dirais pas en opposition, mais en parallèle, les deux façons de voir l'univers et plaider que celle qu'on a, nous, elle a autant de valeur que Tout à fait. Bien, puis on va revenir à M. Beamer parce que j'avais une réflexion à vous partager, ou en tout cas, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mais juste avant, vous présentez des rituels, et là, c'est vraiment une curiosité. Il y a un rituel que vous présentez, je crois que c'est au mariage d'une des sœurs de Thomas, où on va faire l'attente de sudation. Est-ce que vous savez pourquoi on faisait ça, l'idée derrière? Ça, il y a... L'attente de sudation, c'est très important dans les communautés autochtones. Puis c'est pas juste c'est pas un sauna. Non, non, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de spirituel, où tu entres en contact avec les esprits, avec toi-même. Moi, je l'ai jamais fait, mais on m'a dit que c'était une expérience qui était... Mon plan, c'est de le faire. Ben oui. Mais il faut trouver quelqu'un qui le fait, puis tout ça. Puis c'est comme une expérience limite métaphysique, là. OK. Donc, c'est une manière d'entrer en contact avec les esprits de la nature. Puis les gens, souvent, vont même sortir de leur corps, tout ça, ça peut être assez intense, semble-t-il. Puis il y a des... J'en parle aussi dans Tokelinu. Dans d'autres circonstances, c'est utilisé pour autre chose aussi. OK. Alors, donc, c'est pas juste en préparation de mariage, par exemple? Non. C'est quelque chose qui est comme assez important. Tu sais, je dirais que c'est peut-être l'équivalent dans la culture occidentale de quand on va se recueillir quelque part, tu sais, dans une église ou une chose comme ça. C'est une manière de le faire puis d'entrer en communion avec l'environnement. Avec l'environnement. J'étais sous l'impression aussi qu'il y avait peut-être un aspect purification. Il y a ça aussi. Probablement. C'est ça aussi. Ben oui, c'est ça aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Ça te libère, ça te permet de te libérer de tout ce qui te retient. Tout ça. C'est toutes ces choses-là. Là. Mais je le fais, mais je fais attention parce que souvent, c'est traité de façon assez caricaturale. Tu sais. Oui. La soie de tente, on sait bien, tu sais, le côté... Il y a un côté quand même mystique autour de tout ça. Mais ça existe. Mais ça existe, c'est quelque chose d'important, tout à fait. Puis pourquoi pas, finalement. Moi, ce qui m'a frappé aussi, et c'est pas juste avec Cocum, mais surtout dans Cocum, c'est Almanda, là. Elle, là, si elle voulait faire quelque chose, elle le faisait, hein? She was a tough cookie. Vraiment. Et j'ai trouvé ça beau de voir, parce que là, selon mes déductions, on parlait du château, 1888. Hey, ça fait un bout. Elle était avant-gardiste. Elle a choisi d'aller là, elle allait là. Elle voulait aller chasser, elle allait chasser. Fumer la pipe, envoyer, on craque l'allumette sur la jupe. Puis, de ce que j'ai... Mais tout à fait. Et j'ai vu un peu ça dans Jeannette, sa fille. Est-ce que vous direz que les femmes de votre famille, est-ce que c'est culturel ou plutôt un trait de caractère? Je sais pas, mais les femmes dans ma famille, ils ont un caractère. Ça, je peux vous le dire, oui. Ça, c'est... Mais dans la culture autochtone, les femmes ont toujours un rôle important. Puis... dans la culture autochtone aussi, les femmes étaient plus émancipées à l'époque que dans la culture québécoise. Par exemple, avant, les femmes avaient le droit de rencontrer des hommes avant le mariage. Avant le mariage. Puis la raison de ça était assez simple, c'est que tu vas passer ta vie dans une tente. Fait qu'il faut que tu t'entendes. Tu sais. Fait que les femmes autochtones avaient le droit de rencontrer des hommes, mais une fois qu'elles étaient mariées, là, c'était correct, là, c'était la famille. Mais sinon, avant ça, alors que chez les Blancs, ça faisait scandale. Là. Tout à fait. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, je le raconte, mais les gars aimaient ça sortir à mâcheuillage parce que les femmes, eux autres, ils étaient comme des femmes modernes, en réalité, alors que c'était la Roberval, c'était comme l'église, etc. Fait que, il y a toujours eu, les femmes, politiquement, ont joué un rôle, mais Almanda, c'était quand même un cas. Oui. Parce qu'elle était vraiment un caractère, puis j'en ai moins parlé dans le livre, mais elle s'impliquait en politique éventuellement. Puis ce qu'elle faisait, c'est-à-dire aller chasser dans le nord avec son mari. Peu de femmes le faisaient parce que les femmes, en général, restaient au camp, s'occupaient de la petite chasse des enfants, mais elle voulait rien savoir. Moi, j'ai essayé de le décrire comme ça dans le roman, mais je pense que c'était une femme qui était prise de liberté, qui était avant son temps, puis qu'elle a fait ce qu'elle avait envie de faire de sa vie. Oui, elle est partie avec Thomas, puis pour elle, c'était
la liberté, je pars dans le bois, je ne voulais pas rester sur une terre où tu cultives le même bout de roche pendant toute ta vie, puis où tu es aussi pauvre, puis tu vis plus pauvrement que les Autochtones dans le temps. Puis, donc, c'est quelqu'un qui aimait la liberté, puis qui a été libre toute sa vie aussi, à sa manière. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle décrit, sans dénigrer les gens les agriculteurs. Non. Elle va dire, c'est une vie qui est dure dans le bois. C'est une vie qui est dure sur la terre aussi, mais la différence, c'est que moi, je suis libre. Oui, mais ça, elle l'a dit elle-même, ça. Ah oui? Ça, ce bout-là, je l'ai pris dans un... Il y a un livre qui avait été écrit où on avait... C'est comme un témoignage d'Anne-Marie, qui était la sœur de ma grand-mère, qui avait raconté sa vie à un moment donné dans un livre où il recueillait les témoignages d'un ancien notaire, un ancien avocat, un ancien agriculteur, une ancienne autochtone, puis il avait pris Anne-Marie, la fille d'Almanda, puis elle avait raconté plusieurs affaires de sa jeunesse dans ce livre-là, dont sa mère lui a raconté comment elle a rencontré son père, qu'est-ce qu'elle a dit à sa tante à l'époque, pour dire qu'elle a fait. Puis là, j'ai repris les mots qu'Anne-Marie donne à sa mère, que j'ai pris presque mot pour mot dans le livre. Dans le livre. Parce que là, c'était vraiment les paroles d'Almanda que je mettais dans le roman. Ah, mais écoute, moi, le format liberté, là, je trouve que c'est ce qui ressort le plus quand on regarde la vie qu'il menait. Elle se plaint pas, il fait froid, tu es sous une tente, il n'y a jamais de... On se plaint pas. Mais ils étaient bien dans une tente parce que... Ils étaient heureux. Tu sais, on pense à une tente, on pense que c'est froid, mais non, je veux dire, ils creusaient le sol, puis il y avait un bon 2-3 pieds de branches de sapin, fait que ça isolait du froid. Puis il y avait toujours un poêle dans une tente. Fait que c'est juste que c'était étroit, puis tu n'avais pas d'espace. Mais je veux dire, il faisait... Personne... Tu gelais pas dans la tente, puis il y avait de la bouffe, puis il manquait pas de bouffe. Il était juste habitué à vivre dans un espace plus restreint. L'hiver, mais l'été, bon, tu sais, c'était pas un problème, tu sais. Mais non, puis l'automne, puis le printemps, mais l'hiver, bon, c'était une période plus difficile, là, on s'entend, là. Oui. Mais ils étaient confortables. Il y avait après être confortable. J'ai vu une fois un documentaire, puis c'était des gars, ça se passait quelque part au Kazakhstan. Puis ils montaient jusque avec des chevaux, puis des ânes. Puis à un moment donné, ils laissaient les ânes, puis ils finissaient de monter jusque dans la montagne à pied parce que c'était trop à pic pour les ânes. Ils vivaient en haut là, eux autres là, puis comme assez rudimentaires, tu sais. Puis les enfants, dans la tente, ils vivaient dans des huttes, puis des cabanes en bois, là-bas, encore aujourd'hui. Puis les enfants étaient dans des genres de hamacs suspendus, où ils mettaient des pots en dessous. Puis quand j'ai vu ça, j'ai capoté parce que c'est ça qu'ils faisaient chez les Inuits. Ils mettaient les enfants dans des petits hamacs, puis ils mettaient des pots en dessous pour des fois qu'ils tombent, pour pas qu'ils tombent de haut, là. Puis l'enfant était bien là-dedans, c'était comme un berceau. Fait que, tu sais, ils faisaient des vêtements pour les enfants qui doublaient avec de la fourrure de lièvre, puis ils mettaient la fourrure de lièvre par en dedans, côté peau. Fait que l'enfant, il embarquait dans son soute avec la fourrure de lièvre à l'intérieur. Il était pas mal. Il était pas mal. Tu sais, les gens avaient toutes sortes de manières de... Ils arrivaient à se soigner, puis il y avait des médicaments qui étaient... C'est sûr qu'ils étaient pas capables de guérir un cancer, là. Mais ils étaient capables de guérir la plupart des maux dont les gens souffraient, autant que les colons, jusqu'à assez récemment ici, là, tu sais. Mais comme la racine de savoyane que vous avez déjà parlé, je pense que c'était pour les ulcères, les trucs dans la bouche. Effectivement, ils avaient les outils pour faire. C'est juste que c'est différent de ce que nous, ma grand-mère, elle l'a fait avec moi, la racine de savoyane. C'est vrai? Oui, parce que une fois, quand j'étais jeune, moi, j'avais la voix fragile. OK. J'ai jamais mué. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais quelque chose, là, avec la voix que j'ai. Ça doit, oui. Ouais, c'était un renégat. Quand je suis né, sorti du ventre de ma mère, m'ont tapé les fesses. Tu sais, ma mère a dit que je faisais... Bienvenue au monde. Fait que j'étais complexé avec ma voix quand j'étais jeune. Puis j'avais la voix fragile. Je faisais des instinctions de voix. Fait que j'allais souvent chez le médecin. Puis une fois, c'était Noël. Puis chez nous, c'est des grosses réunions familiales. Oui. Puis là, je revois les cousins. Là, j'adorais ça. Puis là, j'avais pas de voix. Puis j'étais capable de parler. Le médecin m'a donné des antibiotiques, tout ça. Incapable de faire revenir ma voix. Puis là, c'était le 24 décembre. Là. On était chez ma tante Margot. Ma grand-mère, elle vivait là à cette époque-là. Puis là, ma grand-mère, quand elle a vu que je ne parlais pas, elle dit, viens avec moi. Je suis descendu en cave avec elle. Là, mon oncle, moi, j'entends encore mon oncle dire, ça va chercher ses racines, son sac de racines, qu'il avait dit. Puis là, elle descend, mon oncle avait du bois en bas, là. Elle tasse les bûches de bois, puis elle sort un sac, puis elle sort de la savoyane, une racine jaune-orange fluo de ça. Puis là, on remonte dans la cuisine, puis elle me fait une infusion avec ça. Puis là, elle me dit, là, tu vas te gargariser la bouche avec ça. Puis là, je le bois-tu? Non, tu ne bois pas, c'est pas bon. Ça goûte pas bon, c'est amer. Puis là, puis le soir, ma voix est revenue. Oui. Bon, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Mais la savoyane, elle m'a traité. Puis une fois, j'étais dans le bois avec ma grand-mère, puis elle me l'a montré, la savoyane. C'est une petite plante qui court en dessous des arbres. Puis quand on tire, toutes les racines sont attachées ensemble. Oui. C'est comme
orange fluo. Oui. Fait que j'en ai chez nous actuellement. Je m'en sers si jamais j'ai de quoi. Ça marche. Pareil, ça marche pour les ulcères. J'ai pas encore eu besoin de m'en servir pour ça. Bien, je vous souhaite pas, mais si jamais, elle est là. Je suis prêt. On parlait de liberté tout à l'heure. Puis là, bon, je tombe dans un sujet peut-être un petit peu plus difficile peut-être à aborder, mais on n'a pas le choix. Vers la fin de la vie d'Almanda, bon, on voit tous ces changements qui sont imposés aux communautés. On se rappelle au début de la colonie que les Inuits vivaient jusqu'à Québec. Et là, ils ont dû se retirer au nord, à l'est, pour pouvoir continuer de vivre comme ils le faisaient. Et un jour, on leur refuse l'accès au Péribonka. On fait la drave. On leur dit « retournez chez vous ». Et là, ça devient très heurtant. Là. Moi, j'avais de la difficulté. Là, je lisais un peu les yeux dans l'eau rendu là. Parce que Almanda va dire on est passé de l'autonomie à la dépendance. Quand elle parle de la nourriture, par exemple, elle va dire de la liberté à la sédentarité. Donc, une sédentarisation qui a été forcée. Est-ce que vous en voyez encore les marques aujourd'hui chez certains de vos, peut-être des membres de votre famille, ou est-ce qu'on est arrivé à passer par-dessus ça? Bien, c'est un des éléments essentiels du livre, parce que une des choses que je l'ai démontré dans le livre, c'est que souvent les gens voient les communautés autochtones puis voient des problèmes sociaux, comme je disais, mais ces problèmes-là ont une origine puis des causes. Tout à fait. C'est l'alcoolisme, la toxicomanie, qui sont encore présents, la violence, qui sont encore présents dans beaucoup de communautés. Je veux dire, avant, de l'alcool, il n'y en avait pas dans le bois. Les gens ne buvaient pas, puis il n'y avait pas de violence conjugale, en tout cas, pas plus qu'il y en avait dans n'importe quelle société. Mais quand les gens se sont retrouvés, ce qui leur est arrivé, c'est que du jour au lendemain, ils n'ont plus été capables de remonter. Puis ils se sont fait dire, reste sur la réserve. On va vous donner de l'argent. Tu sais, en réalité, ce qu'on faisait, c'est reste sur la réserve, on va donner de l'argent pour vivre. Pendant ce temps-là, nous autres, on exploite la forêt, puis on donne des emplois payants aux Blancs qui viennent, on fait des villes, puis s'installent sur votre territoire. Puis fait que les gens ne se sont pas adaptés à ça. T'es pas condamné à rester là, puis le lendemain, ben je vais aller me chercher une job de bûcheron. Non. Tu sais, c'est pas réaliste, là, tu sais. Puis il n'y a personne qui s'est occupé d'eux autres, puis il n'y a pas de, comme les gens qui perdent leur emploi, de services d'aide professionnelle par la suite, de psychologues pour vous aider à passer au travers. Organise-toi chez vous. Fait que sont apparus après ça, à cause de ça, toutes sortes de problèmes dans les communautés, qui existent encore en bonne partie. Ça dépend des endroits. Puis c'est moins pire que ça a été, mais ça dépend des endroits. Puis si tu vas actuellement dans le Grand Nord, dans les communautés inuites, où là, ça s'est fait plus récemment encore, c'est dans les années 60-70 que ça s'est fait chez les Inuits. Tu as tout ça actuellement, là, c'est au pire. Là-bas, c'est la même affaire qui s'est passée avec les Inuits, puis c'est arrivé dans les années 60-70. Fait que ça fait pas longtemps, là. Et donc, je voulais montrer que ces problèmes-là ont une cause. Puis que la société a provoqué ça d'une certaine manière, en faisant des choix. C'est pas parce que les gens sont méchants ou irresponsables. C'est parce que les gens ont été placés dans une situation qui génère ce genre de situation-là. Exact. Fait que c'est ce que je voulais que les gens montrent. Puis, c'est-à-dire que les gens voient. Puis c'est pour ça qu'on voit ça aussi. Fait qu'on voit dans le livre, dans la deuxième portion, beaucoup de ça aussi, tu sais, le train qui passe dans la... Oui, devant chez elle ou tout à côté. Oui, bien c'est ça. Le train, il est encore... La maison est encore là, puis le rail aussi. Puis le train, maintenant, encore aujourd'hui, quand tu passes à Mashtouyash, quand le train rentre dans le village, il ralentit, puis la sirène retentit jusqu'à la fin. Parce qu'il y avait des accidents, des gens qui sont endormis sur le rail, puis sont morts, etc. Donc, ça existe. Tu sais, toutes ces choses-là, il y en a encore qui existent. Encore là. Fait que... Pour moi, dans la première partie du roman, je montre ce que Almanda découvre le monde des Inuits. Puis dans la deuxième partie, c'est sûr que là, on voit ce qui s'est passé par la suite. Mais c'était important pour moi que la première partie, elle soit assez costaude pour qu'on voit ce qu'elle a perdu. Oui. Parce que c'est pour mesurer. C'est ça, exactement. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a une aussi longue portion au début qui est sur ça. Oui, pas trop longue. Non. Mais vous avez un bac en histoire, je crois, de l'UQAM. Oui. Et donc, moi, je vais vous amener là. Ah, l'Université de Montréal, pardon. Et quand on lit vos romans qui sont assez factuels, bon, quant aux philosophies de vie, les enseignements des communautés, bon, Inuits dans le cas présent, moi, j'ai remarqué, en fait, j'ai senti un clash entre l'histoire qu'on m'a enseignée et là, ce que je découvre à travers Kukum. Et là, je pense à Horace Beamer, tout à l'heure, on parlait de lui. Tu sais, dans la presse, lui, il est présenté comme étant un pionnier du tourisme au Québec. C'est vrai. Alors, c'est vrai, mais on oublie de mentionner, il y a quand même eu des conséquences à, bon, ce château-là. Je pense qu'il y a eu un autre hôtel après, un peu plus loin. Et je me demande comment vous voyez ça. Est-ce que vous pensez qu'on n'enseigne pas aujourd'hui l'histoire, puis je sais qu'on ne refera pas le monde, mais est-ce que l'histoire n'est pas enseignée de façon trop subjective? C'est que le point de vue autochtone n'est pas présent. Absolument l'histoire pas. est racontée par
Tu sais, l'histoire du Canada commence en 1534, puis 1492, l'arrivée de Christophe Colomb. Oui. Jacques Cartier, Christophe Colomb. Avant ça, il n'y a rien. Si tu vas en France, là, les Français sont descendants des Francs. Les Francs sont arrivés au Moyen Âge avec les Gauls, les Visigoths. C'est bon. Mais tu sais, les Gaulois, ça fait partie de leur histoire pareil, tu sais. Puis les Français vont étudier l'histoire de la préhistoire à aller jusqu'à aujourd'hui. Nous, on étudie l'histoire de la France. Puis après ça, en 1534, ça se transpose ici. Notre histoire, c'est en France. Là, c'est comme nous autres, on est les Français contre les Anglais dans la guerre de 100 ans. Oui. Puis à partir de 1534, on est les Français contre les Anglais ici. Anglais. Fait que c'est pour ça que c'est comme ça. On fait mention des Premières Nations, mais on parle des gentils puis des méchants. Ceux qui ont aidé les Français. Oui. Bon, mais on n'entend pas beaucoup parler de l'histoire de, justement, qui était ici avant nous. Exactement. C'est pas nous qui sommes nés ici. J'ai voulu corriger un peu ça. Corriger. J'ai voulu un peu donner l'autre version parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'écris des livres comme ça, c'est que nos histoires existent nulle part. Moi, je me souviens quand j'étais à l'Université de Montréal, là, bon, ça s'est amélioré un peu depuis mes années universitaires, mais on avait un cours déplacement des peuples amérindiens précolombiens. Fait que là, c'était comment ils sont arrivés d'Asie, puis tout ça, les grandes... C'est tout ce qu'on avait, mais tu sais, on passait une session complète sur le Moyen Âge, une session complète sur l'Antiquité, une session complète sur le monde moderne, une session complète sur l'époque contemporaine. L'histoire du Canada, on en faisait pendant 2 ans. Tu sais, puis là, il y avait des gros débats sur l'histoire du Canada. Est-ce que l'histoire du Canada, c'était que le gros débat, c'est est-ce que la conquête a eu un gros impact sur la société? Puis là, il y avait des débats d'historiens entre l'École de Québec versus l'École de Montréal. Puis là, moi, des fois, je disais, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé à... Ah, c'est pas important, on n'était pas là-dedans. Non, c'est ça. Fait que moi, je raconte Fait que ça, c'est un problème. Moi, j'essaie de raconter un peu les histoires du côté autochtone. C'est pour ça que Coucoume, il y a un projet de série TV, puis si ça voit le jour, je pense que ça va voir le jour. Ce que moi, j'aime, c'est que ce serait pour la première fois, on aurait une série populaire à la TV d'un point de vue autochtone. Autochtone, tout à fait. Moi, quand j'étais jeune, tu sais, il y avait un autochtone dans les séries. Quand mes parents étaient jeunes dans les pays d'en haut, puis il s'appelait Wabo, je pense. Oui, Bill Wabo. Oui, puis le monde m'appelait « Hey, Wabo, Wabo, Wabo ». Ah, c'était comme... C'était ça, là, tu sais. Mais oui. Puis là, je disais, qui, Wabo? Ouais, mais c'est là. Puis, mais là, tu sais, les gens pourraient avoir un autre point de vue. Ça, je trouve que ce serait... Oui, ça ferait du bien. Utile. Là, pourquoi pas? Et on a encore plus de gens qui vont représenter les communautés au niveau culturel, comme on parlait tout à l'heure. Ça fait partie de l'histoire de ce qui s'est passé aussi. Tout à fait. Mais tu sais, puis on le sait, l'éducation va beaucoup aider quand il y a du racisme. Et là, on ne peut pas faire autrement que de lire ce livre-là. Et moi, j'ai fait un parallèle dans ma tête encore plus avec les événements qui sont arrivés récemment. Donc, évidemment, l'événement, la tragédie, comme je l'appelle, Joyce Echaquan, qui est arrivé, a vraiment fait trembler beaucoup de personnes en se disant, mon Dieu, mais est-ce possible? Parce que quand on n'est pas témoin de racisme, on pense que ça n'existe pas, ou à tout le moins, on espère. Et là, récemment, la semaine dernière encore, Mme Ottawa, bon. Alors, sachant cela, parlant d'éducation, je pense que ce livre-là, et ça, c'est vraiment un commentaire personnel, c'est pas une question, mais je pense que de lire des œuvres comme ça nous permet de comprendre des choses qu'on ne connaissait pas, de voir les choses différemment et d'humaniser. D'humaniser l'autre. Et en tout cas, donc, j'encourage les gens à, ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine, c'est bien écrit, c'est une belle histoire, mais aussi ça fait œuvre utile. Maintenant, on parlait de France. Oui. T'sais, on disait tout à l'heure, les gens ont démontré beaucoup d'intérêt en France envers vos œuvres et tout ça. Mais c'est pas pour le côté folklorique, hein? Non. C'est pour l'autodétermination des peuples, vous avez dit. Oui. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans vos œuvres? Bien, tu sais, au début, je me disais, quand je voulais vendre les droits en France, puis tout ça, les gens disaient, c'est bien, les Français vont aimer ça, les histoires d'Indiens, ils débarquent à Wendake en autobus, achètent de l'artisanat. Puis je me suis rendu compte que zéro, c'est pas ça qui les intéresse du tout. En Europe, puis toute la question du droit des peuples autochtones, pour eux autres, ça a beaucoup d'importance. Ils posent beaucoup de questions. Coucoume va paraître en Allemagne. J'ai fait une entrevue avec une journaliste allemande l'autre jour. Puis elle me posait des questions sur que fait M. Trudeau, que fait le gouvernement Legault. Puis c'est là, quand ils réalisent comment les choses se passent pour les Autochtones, puis qu'ils voient les statistiques sur pauvreté, etc., là, ils disent, ah oui, au Canada, c'est comme ça. Fait qu'ils ont un intérêt, de la même manière que des fois, on va regarder, nous, on va s'intéresser, je sais pas moi, tu sais, ce qui se passe pour les peuples en Amazonie. Oui. Puis on va s'intéresser à protéger la forêt amazonienne, parce que c'est vraiment dégueulasse qu'on veuille raser la forêt amazonienne. Mais la forêt boréale, ici, où les Autochtones vivent, les coupes à blanc, ça, c'est autre chose. Tu comprends-tu? On a comme...
Un double standard. Oui. Alors, les Français, eux autres, les Européens, ils regardent ça de la même manière. De la même manière qu'ils trouvent que ça n'a pas de bon sens de couper la forêt amazonienne parce que c'est le poumon de l'humanité. Ils ne comprennent pas pourquoi l'Amérique du Nord le fait. Le ferait. Le Québec le fait. Puis pourquoi, dans le fond, c'est les terres où vivaient les Autochtones ont été déforestées. Et tout ça. Donc, il y a vraiment un intérêt de ces questions-là là-bas qui est intéressant. Qui est intéressant, bien vraiment. Puis, je voulais parler aussi parce que, bon, on parlait des enseignements dans la culture Innu, dont il est question, de cette culture-là qui est très riche de savoir, et dont émane le respect de la nature, de la vie. On parlait de la reconnaissance envers la vie de l'animal qui a donné sa vie pour nous nourrir. En quelques années, l'homme et son, attention, progrès, eh bien, on a réussi à mettre en péril sérieusement l'avenir de notre planète. Et Almanda, encore une fois, la notion de cercle. À un moment donné, dans le livre, alors qu'on parle des coupables blancs, tout ça, de ce progrès-là, elle dit « Un jour, ça va leur revenir. » Oui. Est-ce que ce qu'on vit avec la pandémie, aujourd'hui, on a commencé à faire notre pain, on pense de plus en plus à l'autosuffisance, nous, on se magasine une serre pour installer sur notre terrain. On revient tranquillement peut-être un peu à ça de façon forcée. Est-ce que vous y voyez là une prédiction d'Almanda? Tu sais, je veux dire, Almanda, elle n'a pas prédit la pandémie, mais est-ce que vous pensez que ça devait revenir? Est-ce que ça faisait partie de l'histoire, vous pensez? Tu sais, quand je l'ai écrit, je me disais, de la même manière que, par exemple, pour Roberval, les choses sont parties, puis à un moment donné, c'est retombé. De même manière, tu sais, on regarde ce qui se passe dans le monde, puis on se dit qu'il va falloir que ça... Il faut, on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'à un moment donné, on va avoir un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire, puis tout ça? C'est des questions là, qui sont compliquées. Mais tu sais, je pense que le réchauffement climatique, je pense qu'il y a toutes sortes de trucs qui se passent actuellement dont on est de plus en plus conscient. Moi, je pose la question. Je ne suis pas en train de juger, d'apporter des réponses. Je veux dire, voici ce qu'il faut être, mais je fais un parallèle, dans le fond, pour dire, voici, tu sais, il y a des exemples dans le passé qui nous montrent que des fois, il y avait plus un cercle qu'on pense. Tout à fait. Mais j'aime beaucoup l'image du cercle et je trouve que finalement, ça s'applique encore à ce jour, dans une circonstance complètement différente. Rapidement, je veux absolument savoir comment vous avez reçu, parce que, bon, le prix littéraire France-Québec, comment vous avez reçu ça, évidemment, par rapport à vos racines, par rapport aux Inuits, par rapport à toute cette belle communauté-là? Qu'est-ce que vous pensez que ça représente, un prix comme ça? Ben moi, honnêtement, là, c'était comme... J'ai dit, puis c'est vrai, pour moi, le prix, je l'accueillais avec tous les Autochtones du Québec, parce que, oui, c'est mon livre, mais c'est pas mon histoire seulement, puis j'ai pas la prétention de dire que c'est juste mon histoire. Je suis comme le messager de l'histoire. Donc, je trouvais que c'est une reconnaissance de cette histoire-là, puis des gens qui l'ont vécu, qui l'ont faite. Puis ça me fait plaisir d'un point de vue personnel parce que, moi, je dirais, c'est vrai que, comme on disait tantôt, mais il avait été retenu pour aucun prix au Québec, là. Puis, en France, personne ne me connaissait. Je veux dire, David Goudreau était finaliste, puis il était plus connu, il est slammer là-bas, il a déjà publié. Moi, j'étais un total nobody, là, en France. Fait que les gens ont vraiment jugé sur le texte. Ça, pour moi, c'était important parce que, tu sais, personne ne peut dire que c'est parce que tu es connu ou whatever. Si les gens ne le savent pas, ils ont jugé le texte. Puis, 3 fois plutôt qu'une, c'est arrivé. Donc, tu sais, dans un pays où les gens ont l'habitude de lire, là. Fait que ça m'a fait un gros wow. Oui. Mais par la suite, ce que je suis content, c'est que le livre a fait... Quand j'ai gagné le prix, puis tantôt, vous avez parlé de Joyce Echaquan. Moi, je pense que le succès de Cocum actuellement doit beaucoup à ce que Joyce a fait. Parce que Joyce, elle a ouvert les cœurs et les esprits des gens. Parce que en montrant ce qu'en était, les gens ont compris. Puis les Québécois, là, c'est des gens qui ont du cœur. Puis là, ils ont compris qu'il y avait un problème. Oui. Ce qui fait qu'après ça, je pense que les gens étaient prêts à une histoire comme celle de Cocum. Oui. Plus grande que, mettons, même quand le livre est sorti en 2019, parce qu'il est quand même paru en 2019. Puis il avait bien marché, on en a vendu 5500. C'était un best-seller, mais c'était le bouche-à-oreille qui a fait son chemin. Là, les gens ont eu un coup de cœur pour le livre. Puis moi, une des choses qui me faisait plaisir là-dedans, quand je le voyais comme ça, c'était je me disais, wow, c'est quand même extraordinaire qu'en tête des best-sellers, ce soit un roman autochtone. Oui. Tu sais, je veux dire, on dira ce qu'on voudra, là. Ah! Tu sais, c'est le choix du public, là. Tu sais, c'est les gens qui le font, le choix de l'acheter, le livre. Puis, numéro 1, c'est un livre autochtone. Fait que moi, ça, j'étais là, je me disais, wow.
Qui raconte Puis quelque part, je cette dis tout le histoire. temps que c'est Almanda qui s'occupe de ça, qui check ça. Ah, parfait. Ouais. Ben, si elle demandait là-dessus, C'est pour ça que ça va bien. vu comme elle était, là, ça me Je surprend dis toujours à pas. mon éditeur français, fais en pas, je dis Almanda veille. Ah, ben là. Fait que là, à la fin, il dit Michel, je commence à penser que tu avais raison. En tout cas, comment on la lit, je suis pas inquiète. Je voulais absolument savoir, en terminant, vous avez des beaux projets qui s'en viennent. Évidemment, vous travaillez encore comme journaliste. Ouais. Là, vous m'avez parlé d'un deuxième recueil. Est-ce que vous avez un autre projet de roman éventuellement? Oui, à l'automne prochain, là, je suis en train de finir l'écriture de ça. Puis c'est un roman qui va se passer cette fois-ci en zone urbaine. Je veux parler des Autochtones qui vivent à Montréal, Oui. puis dans la grande région de Montréal, Oui. puis qui se retrouvent à Montréal. Tu sais, j'ai abordé des questions différentes dans Cocum, mais vraiment, ça va tourner autour des Autochtones qui se retrouvent à Montréal, des problèmes qu'il y a là-bas, etc. Fait que donc, ça va tourner autour de ça. Puis ça devrait sortir en principe l'automne prochain. L'automne prochain. Et là, il faut que j'écrive. Et là, il faut rappeler aux gens que tout juste la semaine dernière, la réédition donc de Hélénou. Hier, en fait. Ouais, c'est sorti hier. Oui. Ouais, Atuk Hélénou qui est sorti. Est sorti. Fait que les gens vont pouvoir retrouver. Dans Atuk Hélénou, les gens qui ont découvert la famille Siméon, Oui. tu sais, vont retrouver Almanda, Thomas, mais c'est surtout autour de Jeannette que ça tourne. Puis, tu sais, moi, je les aime tous égaux, mes livres. Là. Oui. C'est comme des enfants, C'est même. Tu vos peux pas enfants. me demander lequel t'aimes mieux. Mais Atuk Hélénou, c'était un roman qui était plus personnel pour moi. Oui. Fait que ça a toujours un petit côté. Puis j'étais content parce que quand on l'avait publié en 2012, il était un peu passé inaperçu. Ah? Oui. En 2012, on n'a pas beaucoup vendu, 1800, je pense. OK. Alors que. Oui, bien le temps était que les gens n'étaient pas prêts encore, Non. je pense. Puis là, maintenant, ben, je pense que les gens sont prêts à ce genre de livre-là. Donc, c'est comme donner une deuxième chance à ce livre-là. Puis ceux qui l'ont lu, ils l'ont lu, mais les autres qui ne l'ont pas lu, C'est le fun de le découvrir, même si vous avez lu Cocum avant. Bien là, on fait juste suivre, finalement, Ouais, parce que c'est ça. l'histoire de Ça la n'a pas fille été écrit, en d'Almanda, fait, c'est donc ça. Je ne pourquoi l'ai pas écrit. Je ne pensais pas écrire Cocum quand j'ai écrit Non, c'est ça. lui. Mais les deux, c'est pas des suites, mais les deux suivent. Ça se complète. Oui. Tout à fait. Ouais. Michel Jean, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à tout le monde. Là. Quel bonheur, ce livre, donc, Cocum, qui est disponible. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, en espérant que ça vous a plu. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine épisode de Rendez-vous Biblique.